Mesdames, Messieurs, je vais vous parler de 8 pouvoirs de la vie, de la société et de la civilisation. Vous savez que le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini, c'est-à-dire de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Donc, il n'y a pas de limite. Je vais donc ici explorer ces pouvoirs qui vont de l'infini de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Parmi ces pouvoirs, 2 sont naturels. C'est-à-dire que ces pouvoirs obéissent aux lois et aux règles de la création, de la vie et de l'univers. Et les 6 autres sont des pouvoirs accidentels, c'est-à-dire qu'ils obéissent seulement aux lois des sociétés et voire des civilisations. Mesdames, Messieurs, ces pouvoirs peuvent être antagonistes entre eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'opposer entre eux, ou même se diviser entre eux. Et tout cela et tout ceci en fonction des enjeux et des règles qui les gouvernent d'ailleurs. Ces pouvoirs peuvent soit devenir synergiques, dialogiques et voire complémentaires entre eux. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous citer les 8 pouvoirs infinis et essayer de les comprendre et pouvoir expliquer au plus grand nombre les problématiques et les enjeux de ces pouvoirs dans notre vie, dans notre existence, c'est-à-dire l'existentialisme. Nous avions 8 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est celui de Dieu. Le deuxième pouvoir, c'est celui de l'individu. Le troisième pouvoir, c'est celui du savoir. Le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir politique. Le cinquième pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Le sixième pouvoir, c'est le pouvoir de l'argent. Le septième pouvoir, c'est le pouvoir de la justice, le pouvoir judiciaire. Et le huitième pouvoir, c'est le pouvoir des religions. Je répète. 1. Dieu. 2. L'individu. 3. Le savoir. 4. La politique. 5. Le peuple. 6. L'argent. 7. La justice. Et 8. La religion. Mesdames et messieurs, je vais donc ici entrer en profondeur au cœur de ces pouvoirs précités. Nous allons d'abord commencer par Dieu, le premier pouvoir, Dieu. Oui, Dieu, différent de ce que pensent les religions. Dieu, différent de ce que pensent les religions. Le pouvoir de Dieu. Oui, moi je pense qu'il y a une forme d'intelligence qui a tout façonné, structuré et organisé notre existence. Oui, c'est comme si nous sommes définis par des lois, des règles intangibles, qui sont celles de la vie, de la création et de l'univers. Oui, nous sommes en présence des forces colossales. Oui, regardez par exemple au niveau de la Terre, les séismes, les tremblements de terre, les volcans, et quand on voit au niveau climatique, la météo, vous voyez les vents, les ouragans, les cyclones, et vous voyez le froid, la canicule, les températures, vous avez tous ces paramètres physico-chimiques qui sont là. Bon, ou même ceux même biologiques, et donc ils sont là.
Bon, donc, on parle par exemple des diversités faunistiques et floristiques. Regardez les milliards d'espèces. Oui, que ce soit animal ou végétal. Regardez la biodiversité humaine. Hein, ce que nous appelons, on parlait les races ou autres. Et voilà. Donc, bon, tout va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Bon, vous voyez, c'est comme s'il y a une force qui a façonné les paysages, a structuré, organisé même. Vous voyez les corps humains au niveau déjà des cellules, en passant par les tissus, les organes, et n'oublions pas tout ce que nous voyons qui est beau, que d'autres appellent en philosophie qu'ils appellent la la biocalie. Bon, donc c'est tout ce qui est beau. On regarde la nature comme si c'est quelqu'un qui l'a dessinée, a créé et autres. Donc, oui, cette intelligence que nous pouvons la constater déjà, on peut voir ça au niveau des termites par exemple. Les termites, ils ont créé un système de climatisation passive où il n'y a pas de soufflerie dans les termitières. La température est constante à 30 degrés. Et pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent d'un champignon qui vit à cette température de 30 degrés. Donc, c'est leur garde à manger qui doit être à température. Donc, comment ils ont créé un système de climatisation passive que nous pouvons voir au niveau du biomimétisme, l'art de copier la nature. Le premier processus du biomimétisme, c'est tout justement l'art de copier les oiseaux pour faire voler l'humain, c'est-à-dire les avions. Et il y a plusieurs formes de biomimétisme. La nature est devant nous. Donc, d'où l'idée que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avions besoin d'elle. Oui, si nous devons repenser le monde d'aujourd'hui et de demain, il faut tout justement protéger l'individu et l'humain. Mesdames, Messieurs, ben oui. Donc, quand on voit ça, ce pouvoir, je crois que nous sommes dans une machine à laver où il y a des forces qui commandent, vous êtes dans une machine à laver, vous ne pouvez pas diriger cet écosystème, cet univers, cette terre, planète et autres. Donc il y a des forces. Je pense que d'autres disent que bon, ben, il y a une forme d'intelligence. C'est-à-dire, comme s'il y a un super cerveau qui est là, qui organise comme super infrastructure et compagnie. Un super architecte qui est là au-dessus, qui a tout façonné ça, ou construit ça, ou suit ça, ou regarde ça. Donc, c'est force. Mais en réalité, il faut voir ça au niveau des forces, des lois. Les lois de la nature, de la vie, de la création et de l'univers. Il y a des lois, on les connaît. Par exemple, P égale mg, la pesanteur, on a tous des lois, donc on les connaît. Ils sont au niveau du corps, de notre organisme aussi, ces lois. Hein? Les lois métaboliques, par exemple, les lois énergétiques, les lois... Voilà, tout ça. Mais bien sûr, on connaît, on peut étudier, on peut comprendre ça, mais qui a fabriqué ça? D'où l'enjeu de ce Dieu, et que je le place au niveau d'un super pouvoir, et qui est celui de pouvoir d'intelligence, de structuration et d'organisation de la vie, de la création et de l'univers. Mesdames, Messieurs, le deuxième pouvoir, c'est tout justement l'individu. C'est vous et moi. Oui. Certains disent que Dieu est grand, mais vous aussi. Et pourquoi? Parce que si Dieu est sacré, vous aussi. Allah est grand, mais vous aussi. Jésus-Christ est grand, oui, vous aussi. Donc, il faut imaginer votre pouvoir. Vous avez un pouvoir en tant qu'individu. C'est le pouvoir, après celui de Dieu, c'est le pouvoir de l'individu. Connais-toi toi-même. Eh bien oui, le pouvoir de l'individu est infini. Ah oui, vous voyez, l'individu peut faire du bien comme peut faire le mal. Oui, les individus ont façonné, hein, l'individu a façonné les paysages, les écosystèmes urbains, les modes de déplacement, la condition humaine et autres. Il peut la détruire comme il peut la développer. Donc c'est toujours au cœur, c'est l'individu, c'est vous et nous. Tout part de cette force supérieure qu'on appelle Dieu et qui arrive à l'individu. L'individu, c'est nous. Mesdames, Messieurs, ben oui. Alors, l'individu est au cœur
de ce que nous interprétons à l'échelon humain comme tradition, culture, société et civilisation. Oui, les individus naissent égaux au pouvoir intrinsèque. Oui, le pouvoir d'avoir un cerveau, le pouvoir de savoir gérer soi-même son cerveau. Et oui, dire que je suis un pouvoir. Je suis un pouvoir. Au moment où on a une âme et une conscience et un cerveau, vous êtes un pouvoir. Nul n'est au-dessus de vous. Sinon, que ces forces que j'ai citées, Dieu, ses forces, en dehors de ses forces, nul n'est au-dessus de l'autre. Personne. Donc, vous devez comprendre, savoir confiance en soi-même, savoir gérer soi-même son cerveau, savoir juger par soi-même, avoir le doute et la pensée et tout ça. Voilà, donc c'est ça. Vous avez un pouvoir. En tant qu'individu, vous n'avez pas légué votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Il s'agit peut-être parfois d'autres individus délèguent son pouvoir à un autre. Mais moi le pouvoir, c'est moi-même. Je ne délègue jamais mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y a certes cette organisation de la société et de la civilisation qu'on donne certaines représentations, fonctions autres. Bien sûr qu'il n'y a que ça. Le reste, vous n'avez pas le pouvoir. J'ai un pouvoir. Comme vous autres. Comme vous, nous. Si vous avez compris que vous avez un pouvoir, vous êtes le pouvoir. En tant qu'individu. Mesdames et messieurs, oui, le troisième pouvoir, bien entendu, c'est le pouvoir du savoir. Le savoir. Eh bien oui. Vous savez que ce que nous appelons parfois chance, malchance, eh bien oui, nous on ne comprend pas que nous sommes définis dans un cadre, dans un plan. Nous sommes contenus dans cet espace qui s'appelle planète Terre, et d'autres, c'est des traditions, cultures, sociétés et civilisations. Nous sommes contenus avec notre densité de matière. Oui, cette matière qui pense, qui doute, qui réfléchit, qui raisonne, qui crée, et autres. Oui, l'individu. Oui, l'éducation. Oui, donc le savoir, c'est très important. Parce que avec le savoir, oui, le savoir est au cœur du fonctionnement de nos écosystèmes euh, urbains ou naturels ou autres. Oui, nous vivons en société. Oui, le savoir, c'est très important. Oui, vous pouvez faire tout avec le savoir. Il me semble qu'il y a des sociétés qui apportent le savoir à leur peuple, à leurs individus. Parce que, au moment, par exemple, dans le cadre du savoir, au moment où vous commencez à comprendre comment fonctionnent les choses, ces choses-là, avec les règles, et surtout l'intelligence, des savoirs et autres, voilà, alors là, vous avez une autre manière d'interpréter les choses. Oui, parce que la connaissance libère. Mesdames, Messieurs, le savoir, oui, le savoir-faire, oui. Vous savez que l'intelligence est innée. Oui, donc des prédispositions génétiques. Mais l'instruction, ça s'apprend. Quoique, on peut être instruit et intelligent et aussi devenir de plus en plus con. Mais quoi qu'il vaut mieux être un con qu'un imbécile. Donc, le savoir-faire, oui, il est apporté par l'éducation. Oui, il y a des sociétés ou des cultures où le savoir est transmis de génération en génération. C'est un état d'esprit de transmettre le savoir-faire, la créativité, l'innovation, et l'ingénierie et compagnie. Oui, accompagné de certaines valeurs qui sont celles d'abord des valeurs de liberté, de justice, de dignité, mais bien entendu, les valeurs de savoir, de savoir-faire. Oui. Il semble que dans certaines sociétés, l'intelligence est suspecte. Alors qu'il y a d'autres sociétés et civilisations, on valorise le savoir. On valorise la créativité. Oui, c'est ça. Le but même du savoir. Avancer les sociétés et les civilisations. Oui, le savoir est un pouvoir. Et si vous l'avez, vous pouvez comprendre beaucoup de choses et comprendre comment fonctionnent
ces sociétés et autres. Parce que le savoir libère. Assez l'ignorance est la pire des souffrances. Il me semble qu'il y a des sociétés qui imposent ou même encouragent l'individu ou le peuple à se complaire de la médiocrité et de la bêtise. Mais il y a d'autres, non. C'est un état d'esprit. C'est d'ailleurs ancré dans leur ADN. Le sens du savoir-faire, l'ingénierie. Ça, c'est beau, ça. Mais nous, c'est toujours, il y a des peuples où on voit que, bon, vous voyez, il n'y a pas une diversité de création. Non. Regardez même, je peux vous faire un exemple simple. Regardez ce qui est au niveau des infrastructures, par exemple, urbaines. Regardez la structuration des villes. Vous pouvez comparer la structuration des villes d'un continent à un autre en fonction des éléments qui sont à la tête de ce pays. Vous pouvez comprendre qu'il y a des sociétés structurées, organisées. Mais oui, ça part toujours du savoir-faire. Bien sûr qu'accompagné des problématiques, éducation et transmission des valeurs, de liberté, de justice, d'innovation, de créativité et autres. On ne détruit pas la matière grise, on ne tue pas la matière grise. Mais ailleurs, non, la matière grise est suspecte, elle est dangereuse, on ne veut pas, et c'est les raisons pour lesquelles ces peuples, surtout, sont souvent déclassés, déshumanisés et décivilisés, et surtout deviennent presque des peuples souvent opprimés ou esclaves. Parce que un peuple où les individus sont déjà, ils connaissent leur pouvoir, et en plus on leur apporte des savoirs qui leur permettent de comprendre au niveau de leur culture générale comment fonctionne ce que j'ai appelé comme Dieu, ses forces, sa nature et ses interactions au niveau de la dynamique des espèces et compagnie. On comprend ça en histoire, en géographie, en sciences, en philosophie, oui, en technologie, en économie, en médecine et compagnie. Bon, donc on apprend. Mesdames, Messieurs, oui. Et le quatrième pouvoir, oui, c'est tout justement le pouvoir politique. Oui, le pouvoir politique, oui, il est là. Il est là présent parmi nous, dans nos sociétés, dans nos traditions, même civilisations. Le pouvoir politique est partout. Ben oui. Bien sûr que ce pouvoir n'est pas naturel, mais certains individus souhaitent le placer comme une loi naturelle. Non, ce pouvoir politique est accidentel. Cela veut dire qu'on n'est pas élu, ni ministre, chef d'État et compagnie. On le devient. Certains par la violence, comme des putschistes, et d'autres par les suffrages universels. Donc le pouvoir là est important. On parle aussi d'abus de pouvoir d'ailleurs. Oui, l'équilibre entre pouvoir et contre-pouvoir. Et oui, on arrive parfois à des dictatures ou dictateurs, ou même en restant dans la démocratie ou des démocratures, condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Bien sûr, au cœur du pouvoir. On est toujours autour du pouvoir. Le pouvoir politique. Oui, quand il est exercé par des hommes d'État qui pensent aux générations futures, et c'est là qui fait la flamme de la politique. Mais quand il est exercé par des hommes politiques qui pensent qu'à leurs élections, à leur le pouvoir, et c'est là qu'arrivent des drames, et souvent le pouvoir politique est au cœur des déclassements socio-économiques et autres, oui, d'autres pouvoirs politiques sont allés jusqu'à provoquer des guerres, des génocides et des crimes contre l'humanité. Vous connaissez le pouvoir politique qui est très, très important. Donc en réalité, on voudrait avoir des pouvoirs auto-gérés d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Donc l'horizontalité ou le sens contraire, c'est-à-dire d'en bas vers le haut. Un pouvoir autogéré du local vers le global, oui, c'est un bon pouvoir. Parce que si ça vient d'en haut, non. Il y a des hiatus, il y a des pertes d'informations, il y a trop d'abus de pouvoir à ce niveau-là. Donc on voit que le pouvoir, quand il est bien, pouvoir politique, quand il est bien exercé par des gens qui pensent au centre de l'intérêt général, de vivre ensemble et compagnie, des problématiques existentielles. Et je pense que ce pouvoir est positif
pour la société et les cultures d'ailleurs. Mais par contre, s'il est exercé de manière abusive, ou ce qu'on voit dans nos écosystèmes humains, on voit comment ces pouvoirs sont exercés, donc ils nuisent gravement au but même des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, et n'oublions pas de la condition humaine et aussi existentielle, c'est-à-dire écologique. Mesdames, Messieurs, oui, le cinquième pouvoir, c'est le peuple. Oui, le peuple, oui. Oui, le peuple. Le peuple a le pouvoir. Le peuple, d'abord, c'est qui? C'est d'abord l'individu. Et après, avec son éducation. Oui, il me semble qu'on parle de peuple de moutons et des peuples de loups. On parle de peuple de gnous et de peuple de lions. Mais au cœur de l'enjeu, c'est toujours les problématiques de l'individu, de l'éducation et des savoirs. C'est-à-dire en termes de transmission des valeurs de liberté, de dignité et de justice d'ailleurs. Et donc, quand vous avez des peuples, la somme des individus libres et dégagés, instruits, civilisés et compagnie, qui se laisseront jamais faire, s'indignent quand il y a une situation, après ils agissent toujours collectivement. La valeur d'un peuple, ce n'est pas en termes d'individus, c'est en termes de collectivité, de devoir toujours structurer, s'organiser, organiser et manager d'ailleurs la complexité de leur écosystème et sociétaux. Donc, le peuple, oui, il y a des peuples libres, il y a des peuples qui sont des peuples opprimés. Mais je vous dis toujours que quand on voit la densité des peuples opprimés ou esclaves, on revient toujours, c'est des peuples où on ne transmet pas les valeurs précédées, c'est-à-dire les valeurs de liberté, de justice, de dignité et surtout de savoir-faire pour comprendre comment fonctionnent ces choses-là. Donc, on revient toujours sur l'éducation. Pourquoi? Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Hein? Que ce soit Dieu, non. Elle est fondée sur l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Oui, refuse certaines barrières qui sont celles de la civilisation, par exemple les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs. Donc, les peuples est un pouvoir. Il peut l'exercer soit de façon universelle, c'est-à-dire au suffrage universel, dans les sociétés et les civilisations libres. Il peut aussi l'exercer sous forme de révolution. Oui, oui, oui. Il y a eu des révolutions. C'est toujours les peuples qui ont été toujours au cœur de ces choses-là. Donc, il faut comprendre que le peuple est un pouvoir et vous êtes la composante du peuple. Et si vous êtes instruit ou éduqué et civilisé, vous êtes plus nombreux. Et oui, parce qu'un peuple libre, un peuple de loups ou de lions, c'est un peuple d'abord qui, au niveau des prédispositions déjà, est prédisposé dans leur conscience et conscience, subconscience, libre. Oui. La liberté est d'abord dans son fort intérieur. Et après, oui, dans le sang, il est ancré même dans l'ADN. Il y a des peuples qui sont prédisposés à la liberté et d'autres prédisposés à la soumission. Sinon, ça cesserait. Et donc, en porté avec l'éducation, les savoirs, les cultures, la condition humaine, et ça crée des peuples libres. Et c'est des peuples qui ne seront jamais opprimés. Parce qu'à chaque fois, à chaque situation, on se suture. Oui, par exemple, face à une tyrannie, oui, c'est suture et il attaque. Face aux abus de pouvoir quelque part, oui, ils attaquent. Ils ne laissent pas faire. C'est comme, ils ne se laissent pas faire. C'est comme les buffles. Oui, quand ils sont attaqués par les félins comme les lions, ils se suturent, après ils viennent à la charge. Mais quelle que soit la casse, maintenant parfois c'est de deux côtés, du côté des prédateurs comme des buffles comme proie. Et à ce moment-là, voilà, il y a l'équilibre de force. Mais dans les peuples libres qui sont là, bon, ils sont toujours au cœur de la civilisation. Parce que c'est des peuples qui anticipent toujours des situations, parce qu'ils ont reçu une éducation, ils ont la liberté dans leur sang, dans leur âme et conscience, dans leur ADN, et c'est comme ça. Mesdames, Messieurs, oui, adopter
Oui, l'éducation, le savoir, oui. C'est servir votre peuple. Oui, détruire l'éducation, le savoir, c'est desservir votre peuple. Et, et c'est ça tout l'enjeu du pouvoir du peuple. Le pouvoir, il est là. Quand vous êtes structuré, organisé, et vous êtes une collectivité, parce que l'union n'est pas la fusion, l'union fait la force. Et donc l'union des sociétés qui ils s'entendent, ils disent non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Non, non, on s'indigne, mais après on agit. Mais il y a des peuples, non, ils s'indignent, et c'est là. Bien sûr que dans ces peuples, l'émotion est au-dessus de la raison. L'émotion est au-dessus de la vérité. Et c'est les raisons pour lesquelles, souvent, c'est des peuples où les dictateurs règnent en maître, parce qu'ils sont comme entraînés à la servitude. Parce qu'un peuple qui ne sait pas défendre sa liberté et ses droits est mûr pour l'esclavage, disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris. Le sixième pouvoir, c'est le pouvoir de l'argent, bien sûr. L'argent ne fait pas le bonheur, mais contribue largement. On parle de pouvoir économique, oui, on parle d'investisseurs privés, publics, on parle de richesse, de patrimoine, de transmission, d'héritage. Oui, l'argent, c'est le passeport universel. Bien sûr que chacun cherche à, à a réduit le pouvoir de l'argent, mais il est toujours là, mais c'est des circuits, donc vous voyez, donc nous rentrons là, c'est les rapports humains, les intérêts sont entre humains, ils sont aussi immatériels, qui sont matériels, comme on voit avec l'argent. L'argent restera toujours au cœur des enjeux. Parce que, en réalité, si on devait définir à ce niveau de pouvoir, moi je dirais le premier, c'est le pouvoir politique. Bon, deuxième, c'est le pouvoir de l'argent. Troisième, pouvoir de l'individu. Et après le peuple et autres. Donc chacun peut réorganiser ses huit pouvoirs en fonction de sa société, de sa culture et de sa civilisation. Surtout en fonction du milieu socio-culturel à laquelle il vit. Mesdames, Messieurs, septième pouvoir, bien sûr, c'est la justice. La justice du peuple. Oui, pas celle d'un individu, d'un tyran. Non. La justice du peuple, c'est-à-dire votée par le peuple, acceptée par le peuple. Ça, c'est la vraie justice. Oui. La justice dans le cadre de respect des règles établies, des institutions. Oui. C'est ça. La justice comprend le pouvoir judiciaire. Nul n'est au-dessus des lois. D'où l'enjeu de l'intérêt de l'individu. Oui, si vous sentez que vous êtes un pouvoir, mais si vous l'exercez au niveau judiciaire, c'est très important. Vous n'aurez aucune influence sur l'individu. Vous cherchez la part de vérité. L'enjeu est là, la part de vérité. Oui, une société sans vérité, c'est comme une société animale. Parce que c'est les animaux, l'instinct commande, l'animal obéit, l'animal est l'incarnation d'une totale servitude à l'individu. C'est-à-dire la loi du plus fort, la loi de la jungle. Mais non, nous ne sommes plus à ce stade, nous sommes affranchis de ce déterminé naturel. Nous avons la justice humaine avec des règles, des lois et autres établies, qui sont des institutions, des constitutions, de tout ce que nous avions sur le code pénal, le code civil, et code administratif, le droit administratif et compagnie. Donc nous sommes humains parce que nous ne sommes plus des animaux. Bien sûr, animaux physiologiquement, mais au niveau mentalité et comportement, non. Nous avions déjà franchi certaines barrières que je vous l'ai toujours dit. Nous avons franchi la barrière de la raison, de l'esprit critique. Oui, l'animal ne doute pas. Non, c'est nous qui doutons. Si vous doutez, donc vous pensez. Si je pense, donc j'ai raison, j'ai réfléchi. Donc on cherche la raison, on cherche la vérité. La raison, c'est ça. Le raisonnement, l'hypothèse, l'intelligence et compagnie. Bon, après l'aspect critique, les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Non, c'est nous. Après la conscience de nos actes, habitudes et comportements.
Donc, dans le cas des affaires, la cour des assises ou des homicides volontaires ou involontaires, on dit, est-ce que l'individu était conscient de ses actes? Est-ce que oui, au moment des faits, est-ce qu'il était conscient? Donc, on est conscient de nos actes, habitudes et comportements. Donc, nous sommes humains. C'est la justice humaine. Oui. N'oublions pas les valeurs que je vous ai précitées, les valeurs de transmission des valeurs de liberté, de dignité et de justice. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, huitième pouvoir, c'est le pouvoir de la religion. Oui. La religion, je la place dans le sens de repère moral. Parce que le Créateur, s'il en existe un, créa l'homme. Et de l'homme est venu Dieu. Bien entendu, ce Dieu des religions. Et de ce Dieu est arrivé. Oui, le Dieu là, c'est une marque de fabrique. Hein. Une marque de fabrique, Dieu. Dieu en termes de force divine, bien sûr. Mais je le mets dans le sens de la création, des lois de la création de l'univers. Mais eux, ils prennent ça dans le sens divin. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire divin et autres. Bien sûr que, oui, peut-être que je raisonne du point de vue scientifique. Je sais que le Créateur, s'il en existe un, créa l'homme, et de l'homme est venue la religion. Et de cette religion et de sa marque de fabrique, Dieu. Et de ses boutiques, non, d'abord de ses produits, il a des produits. Oui, comme la Bible, le Coran, la Torah et compagnie. Et n'oublions pas les boutiques. Les boutiques, c'est tout ce que vous connaissez des temples religieux, l'église, les mosquées et compagnie. Bon, avec ces adeptes, oui, ces adeptes et ces partisans et compagnie. Voilà. Bien sûr que sur ce marché, nous avions 99% des partisans, c'est-à-dire des cons, des clochards milliardaires. Donc, la religion devait être dans le sens moral. Parce qu'un corps sans âme ni conscience est comme un ordinateur ou une application sans programme. Donc, nous devons prendre la religion dans ce sens-là, des transmissions des valeurs morales, des normes morales, des repères moraux. Et c'est ça, parce que pourquoi? Parce qu'il faut savoir que pour aller plus loin, notre cerveau, nous contrôlons que 40% de notre masse encéphalique totale, c'est-à-dire de notre cerveau-là. Mais les 60%, c'est l'irrationnel. Bon, d'où l'étude des neuroscientifiques qui cherchent à comprendre les mystères du cerveau. Oui, le cerveau, il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur le cerveau, le cryptage du cerveau et autres. Bon, donc, nous avons des choses que nous ne pouvons pas comprendre. L'état d'âme, l'état d'esprit et autres, on ne comprend pas. Donc, avec la société où nous vivons, auquel nous vivons, oui, mais nous avons des soucis, des joies, des malheurs, des déboires, beaucoup de choses. Oui, donc, surtout que dans nos sociétés, on n'éduque plus l'individu, on le lève. Mais donc, la religion devait être à l'interface de ces valeurs-là pour apaiser l'individu. Oui, qu'il soit responsable de ses actes, de ses habitudes, quelque part, devant une force supérieure, bien sûr. Ce fut une bonne formule, la religion. D'où l'enjeu de protéger toute la religion. Mais contre les abus de religion, parce qu'il faut dire que la religion, comme tout pouvoir, a des abus. La religion aussi, comme le pouvoir politique ou le pouvoir de l'argent ou économique, il y a des abus. La religion aussi. Donc nous devons chercher des régulateurs de la religion. Oui, la religion doit être au cœur des barrières morales. Oui, oui. Celle de l'individu, de l'être, du caractère sacré de la vie humaine. Oui, c'est ça, la religion. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ce ne fut qu'un cas d'étude de ces problématiques-là pour apporter un peu d'éducation. On aurait pu aller plus loin, mais on aura toujours le temps au fur et à mesure. Merci, à bientôt.